écoutez le journal d'Iggy, chapitre 62. Apprendre à déléguer et faire des choix cruciaux en tant que propriétaire de chevaux. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'1 an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Le voilà, le tant attendu épisode où je vous parle de la reprise du travail pour Iggy qui a eu lieu à la rentrée entre fin septembre et début octobre. Cela n'a donc échappé à personne car je l'ai publié sur Instagram plusieurs fois, mais ce n'est pas moi qui me suis occupée de la reprise du travail pour Iggy. J'avais envie de laisser passer un peu de temps avant de commenter mes choix et de vous les expliquer, mais surtout j'avais envie d'avoir suffisamment de recul pour vous faire un épisode qui soit pas simplement pour vous raconter ma vie, mais pour vous aider vous aussi peut-être à vous projeter dans quand est-ce que c'est nécessaire ou pas de faire un pas de recul et de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de son cheval. J'ai donc pensé cet épisode comme une sorte de manuel que vous pourrez vous appliquer à vous-même si vous le souhaitez et sur lequel vous pourrez revenir à n'importe quel moment où vous en ressentez le besoin. Alors je vous invite à écouter cet épisode au calme et peut-être à prendre un stylo et même un petit carnet pour pouvoir prendre des notes. Et puis si vous n'avez pas envie d'attendre d'être à la maison, car je sais que vous êtes nombreux à écouter souvent en voiture, au moment où justement vous allez rendre visite à votre cheval ou quand vous vous rendez au centre équestre, ce n'est pas très grave en soi, mais je vous invite quand même à le réécouter au calme quand vous êtes capable de justement noter ce qui vous semble important pour prendre du recul et peut-être faire vos choix le jour où vous vous trouvez dans une situation similaire. Alors avant de démarrer très concrètement dans cette espèce de petit manuel que je vais vous donner aujourd'hui, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que dernièrement, j'ai fait un petit sondage. Certaines d'entre vous ont participé, je le sais, et je vous ai parlé de la possibilité pour 2024 de souscrire à un mini-abonnement pour ceux et celles qui le souhaitent, qui leur permettrait d'accéder 1 fois par mois à un épisode donc exclusif avec des outils, des stratégies, des plans d'action pour pouvoir se les appliquer au quotidien avec son cheval. Cet épisode-là, c'est typiquement le genre d'épisode que j'imagine être réservé pour cet abonnement. Alors, rassurez-vous, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas prêts à payer, le podcast reste gratuit. Et le podcast restera hebdomadaire. Il s'agit juste d'un seul épisode par mois qui passera en version payante pour les personnes désireuses de soutenir le podcast, mais aussi d'accéder à plus de contenu à forte valeur ajoutée dont ils vont vraiment pouvoir se servir et utiliser au jour le jour. La deuxième chose que j'aimerais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que cette décision, c'est la mienne, elle m'appartient et je ne suis absolument pas en train de dire que tout le monde doit faire exactement comme moi. Je suis juste en train de vous partager mon expérience personnelle et du coup d'en profiter pour vous donner une sorte de guide si vous vous retrouvez dans une situation identique pour vous permettre de faire vos choix à la lueur justement de vos capacités, votre personnalité, votre situation personnelle, votre contexte, etc., etc. Donc je mets tout de suite un petit disclaimer, tout ce qui va suivre ne doit pas être pris strictement au pied de la lettre, c'est à vous de réfléchir si cela peut vous aider ou si vous ne vous sentez pas concerné par la situation. Je vous demande également toute la bienveillance dont vous avez l'habitude de faire preuve puisque ce qui va suivre, c'est vraiment une mise à nu aussi de ma situation personnelle ces derniers mois et dans la vie de propriétaire et la vie de gardien, il y a parfois des choix que l'on fait qui ne nous font pas plaisir parce qu'ils sont un petit peu antinomiques, limite,
avec la vision du propriétariat qu'on aurait pu se faire à un moment donné. Ou en tout cas la vision du quotidien qu'on s'était imaginé aux côtés de notre cheval. Mais voilà, la vie fait aussi que les choses changent, les contextes changent, les situations bougent, elles évoluent, et qu'on n'est pas toujours à 100% dans la même situation de départ que lorsque l'on est devenu propriétaire. Et c'est bien dans ces moments-là où parfois il faut faire une sorte de stretch intellectuel parce que on a de la frustration, on a de l'agacement, parfois on a de la colère, parfois on a même de la tristesse. De ne pas être dans cette situation immuable, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser et prendre le temps d'avoir de la gentillesse pour soi, limite, et de se dire de quoi ai-je le plus besoin maintenant et de quoi mon cheval a le plus besoin maintenant. J'ai donc décidé de découper cet épisode en 3 parties. La toute première, je vais vous redonner rapidement quand même le contexte dans lequel je me suis retrouvée et qui m'a obligée à faire ces choix, à prendre ces décisions, à me demander qu'est-ce que je déléguais et qu'est-ce que je gardais pour moi. Le contexte est toujours très important et vous allez vous en rendre compte pourquoi, puisque derrière la méthodologie que je vais vous proposer part toujours du contexte. Donc la deuxième partie justement de l'épisode est sur la méthodologie, le process intellectuel par lequel je vous propose de passer pour que vous puissiez auditer votre contexte et auditer votre situation personnelle. La troisième partie, je vais vous proposer 2 exercices très rapides qui pour moi sont ceux par lesquels vous devez finaliser votre réflexion avant de prendre une décision. C'est parti! Vous avez votre papier, votre stylo, ou est-ce que j'ai toute votre attention malgré que vous soyez au volant et que finalement je suis un peu gênée d'avoir toute votre attention alors que vous êtes sur la route? Bref, vous pouvez aussi mettre sur pause et reprendre à la maison, ok? Je ne vous en voudrais pas. Reprenons donc. Grosse mise à nu, je vous partage donc mon contexte. Alors s'il y a des nouveaux auditeurs qui démarrent par cet épisode et qui ne connaissent pas très bien en fait mon parcours avec Iggy, donc très rapidement, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai rencontré Iggy, ça fait même 2 ans et demi pour être exact, puisque ma première rencontre avec Iggy date de juillet 2021, je suis devenue propriétaire et elle m'a rejoint en septembre 2021, elle avait 3 ans à l'époque, tout juste révolue, c'était une jument avec juste des bases de prédébourrage, elle était plutôt ce qu'on peut appeler une jument un peu tardive, c'est-à-dire qu'à 3 ans, elle n'avait pas une musculature ni même une ossature très très mature. Elle était plutôt un peu trapue, très fine, et elle semblait un peu fragile sur ses 4 pattes. Moi, de mon côté, j'étais cavalière de centre équestre, et du coup, j'ai certes mon galop 7 et j'ai eu quelques demi-pensions, mais la réalité, c'est que je n'ai jamais eu un jeune cheval en débourrage toute seule à gérer de mon côté. J'ai donc très vite fait le choix de me faire accompagner, et puis au milieu de notre aventure et de ces 2 dernières années, il y a eu des déménagements, des remises à zéro, le démarrage pour moi du travail à pied. Pour tous ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous invite aussi à l'écouter parce que vous comprendrez mieux du coup mes débuts en travail à pied et le fait que je trouve ça absolument génial, mais qu'en même temps je rencontre pas mal de difficultés, puisque comme toute nouvelle discipline, ça demande de la rigueur et beaucoup de répétition et de travail. Ce qui fait que ce que vous devez retenir en gros, c'est que je me forme en même temps que Iggy apprend. Et donc là, vous avez un premier indice énorme pour comprendre le contexte dans lequel j'évolue. Rajoutez à ça qu'on a dû faire quelques pauses imposées par la croissance d'Iggy et puis 2-3 petits pépins de santé comme chaque propriétaire peut en rencontrer dans une vie aux côtés de son cheval, mais aussi que j'ai un emploi du temps extrêmement chargé entre un travail avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de déplacements et aussi le podcast tout simplement qui me prend une dizaine d'heures dans mon emploi du temps hebdomadaire. Le cadre est maintenant posé, je pense pas avoir besoin de rentrer beaucoup plus dans les détails, mais j'aimerais prendre quelques minutes maintenant pour vous parler de ma psychologie au mois de septembre. La vérité, c'est que moi, j'étais épuisée. Pas tellement physiquement, mais surtout moralement. On venait de passer de longs mois assez durs avec Iggy, puisque coup sur coup, elle m'avait enchaîné des petits pépins, mais surtout, elle s'était mise à faire une prise de poids absolument incontrôlable tout le long du printemps et donc jusqu'au début de l'été. L'environnement dans lequel elle était
ne me permettait pas réellement de bien gérer cette prise de poids. Et je me suis retrouvée vraiment au début d'été avec une jument obèse, un départ d'inflammation dans les pieds et moi le sentiment que tout m'échappe, que je perds entièrement le contrôle de la santé de ma jument, mais aussi de ma propre santé, puisque je passais déjà mon temps en fait à aller tous les jours à la pension pour lui faire des soins, vérifier que ça partait pas en vrille, et c'était quand même en train de partir en vrille. À ce moment-là, j'avais aussi attaqué depuis plusieurs mois un rythme quotidien à mon travail avec énormément de déplacements et du coup une énergie et un temps qui se réduisaient aussi pour pouvoir gérer ce quotidien aux côtés d'Iggy. Ce qui était d'autant plus inconfortable pour moi puisque je voyais bien que ma jument avait vraiment besoin d'une surveillance, mais que je n'étais pas capable de lui apporter et que l'endroit dans lequel j'étais n'était pas capable non plus de m'apporter à ce point-là ce service. J'avais donc déjà attaqué mes recherches en fait pour trouver une nouvelle pension dans lequel Iggy pourrait avoir un environnement plus géré si jamais je n'arrivais pas à régler ce problème de poids et à la faire maigrir, mais aussi avoir un encadrement dans le travail et l'avancée du travail pour Iggy. Au début de l'été, on n'avait donc toujours pas attaqué le débourrage en tant que tel, et je me retrouvais avec une jument obèse qui commençait à avoir du mal à se déplacer, qui n'était pas à l'aise dans sa locomotion, et puis maintenant qui avait une inflammation dans les pieds. Je vous laisse imaginer donc la fatigue due à l'accumulation de tous ces événements que j'avais engrangés. Début d'été, j'apprends donc que j'ai une place dans une autre pension et qu'on va pouvoir déménager Iggy à peu près simultanément avec le moment où elle m'a déclenché donc l'inflammation dans les pieds. J'ai d'abord vécu ça comme un soulagement parce que je savais que là où je l'amenais, on allait vraiment pouvoir gérer exactement ce que Iggy allait ingérer ou pas. On avait fait le choix de la mettre tout de suite en pension régime, entre guillemets, avec du box paddock, où la ration de foin était comptée, millimétrée, entre guillemets, pour être sûre qu'elle ait tous ses apports, qu'elle ne manque de rien, mais qu'elle n'ait pas plus de manière à, justement, la faire maigrir petit à petit. À ce moment-là, donc, Iggy se déplace avec difficulté. La faire travailler n'est absolument pas envisageable. Il faut d'abord la faire maigrir, lui permettre de retrouver un peu de confort dans son corps, dans ses déplacements, avant de pouvoir envisager quelconque reprise du travail. C'est donc 2 mois plus tard, à peu près mi-février, une fois qu'Iggy avait perdu 100 kilos, retrouvé un petit peu sa grâce, son agilité, sa locomotion, qu'on a visé une reprise du travail et une intégration dans son nouveau troupeau. Septembre 2023, mes conditions de temps, d'énergie, de disponibilité mentale ne sont absolument pas celles que j'avais en septembre 2021 quand mon aventure aux côtés d'Iggy a commencé. Je suis dans une période donc assez agitée où je me déplace beaucoup, j'ai très peu de temps et j'ai surtout une forme de charge mentale qui est assez présente. Je me sens absolument pas prête, absolument pas disponible pour ma jument. Et puis je dois avouer que j'ai du mal. J'ai au fond de moi une sorte de sentiment un peu d'échec des derniers mois passés, d'avoir pas pu mieux gérer cette situation. Et c'est pas qu'il m'est difficile en fait d'aller voir ma jument, loin de là, mais du coup j'ai une forme de remise en question beaucoup plus générale sur est-ce que j'ai des connaissances suffisantes pour pouvoir bien gérer ma jument, est-ce que j'ai fait les bons choix, qu'est-ce qui se joue en fait pour nous à ce moment-là. Ma jument a donc 5 ans, elle n'est pas encore débourrée, certes elle a des bases de travail à pied, elle vient enfin de retrouver sa forme, mais est-ce que moi je suis capable de suivre ? Est-ce que moi je suis capable de reprendre le travail là où on l'avait arrêté il y a de ça plusieurs mois maintenant ? La réalité c'est que avant même qu'on arrête un petit peu tout, j'avais déjà pas un très haut niveau, puisque je me forme en même temps que ma jument. La réalité, c'est aussi que ma jument apprend beaucoup plus vite que moi. Et que moi, j'ai pas du tout pratiqué, en fait, ces derniers mois. Parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas l'énergie, parce que j'avais pas la tête à ça, parce que j'avais pas de cheval pour le faire. Et que tout mon budget est passé, donc, justement, dans le changement de pension, le fait de rétablir la forme d'Iggy, etc., etc. Et tout ça peut sembler comme un peu des excuses, mais c'est une réalité. C'est que, en septembre 2023, je suis pas prête, moi.
Je ne suis pas prête à reprendre le travail avec Iggy. Une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le mental. Et puis, j'apprends à regarder ma jument avec un nouveau regard et je vois que clairement, je me sens pas au niveau. Il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la notion de justesse dans sa manière de s'adresser à son cheval. Et j'ai pas l'impression d'y être. J'ai pas l'impression d'être dans les clous. J'ai pas l'impression que quand je communique avec ma jument, quand je lui demande de faire telle action ou telle action, je suis juste dans mes choix pour elle. J'ai plutôt l'impression d'être un peu brouillon, parce que je suis pas vraiment dispo, pas vraiment là, que je suis toujours en train de penser aux mails que je dois envoyer, que j'arrive à l'écurie en ayant toujours un peu mes problèmes de boulot dans la tête. Et en fait, je suis pas vraiment dans l'instant présent, je suis pas vraiment 100% là pour elle, je n'arrive pas à être dans cette pure connexion. J'ai plutôt l'impression d'être un peu à côté, un peu au milieu, mais jamais complètement là. Et ça, je trouve ça pas juste. Je trouve ça pas juste parce que maintenant, je vais devoir lui demander de reprendre le travail, de s'y atteler avec une certaine énergie, une certaine envie. Et moi, je l'ai pas trop cette envie. J'ai même plutôt le stress, je suis assez anxieuse de faire n'importe quoi, et du coup, je me sens pas bien. C'est à ce moment que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un choix. Et un choix qui soit donc juste et crucial pour ma jument. Elle avait vraiment besoin de reprendre de l'activité, de reprendre entre guillemets le travail, d'avancer, de se remettre dans son corps, d'être bien dans ses sabots. Mais j'étais pas la bonne personne pour lui permettre de faire ce chemin-là. C'est donc à ce moment-là que j'ai mis cette petite méthodologie en place, celle de faire comme une sorte un petit peu de bilan, un audit de la situation, du contexte, pour pouvoir m'aider à prendre la meilleure décision possible. J'en viens donc maintenant à la partie 2 de cet épisode. Quelles sont les questions, quel est le parcours intellectuel par lequel vous devez passer? Quelles sont les questions que vous devez vous poser à voix haute pour vous aider à prendre une décision et savoir si c'est le moment de déléguer ou pas? Deuxième partie donc de cet épisode, audit. Pour pouvoir évaluer correctement mon contexte et comprendre quelles étaient les différentes options qui s'offraient à moi, j'ai donc décidé de faire une sorte de petit bilan d'audit qui soit autant adressé à moi qu'à ma jument, qu'au contexte, de manière à pouvoir dresser des conclusions qui allaient me permettre de faire des choix. J'ai fait cet audit en le découpant en 4 parties distinctes. La première, c'est l'identification des signes. Je vais revenir dessus. La deuxième, c'est l'évaluation des compétences et la définition de ses limites. La troisième, c'est l'audit du contexte en tant que tel. Et la quatrième, c'est la capacité à communiquer clairement ses attentes. Je vais donc revenir sur chacune des parties et vous donner la liste en fait avec un exemple à chaque fois de ce à quoi ça correspond. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause à chacune des sous-parties pour pouvoir le faire en direct et vous poser la question à voix haute ou sur papier de où est-ce que vous en êtes et si ça vous correspond ou pas. Pour commencer donc, l'identification des signes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a des moments, on se sent pas très bien. Et si vous êtes en train de faire cet exercice ou d'écouter cet épisode avec grande attention parce que vous vous dites que vous êtes peut-être concerné, justement, c'est que vous cherchez les signes qui vont vous confirmer ou vous infirmer que vous êtes peut-être dans ce moment-là, dans cette situation où ça pourrait être intéressant de déléguer à un moment donné la gestion du quotidien, la gestion du travail, la gestion des soins. Dans mon cas précis, c'était la gestion de la reprise du travail, mais ça peut ne pas être que ça. Vous pouvez avoir une situation différente de la mienne, et pour autant vous avez des signes qui vont vous montrer justement que c'est peut-être le moment de faire un choix et de ne pas se sentir seul, de ne pas être isolé à tout gérer par soi-même. L'identification donc des signaux, même devrais-je dire, doit permettre de répondre aux questions suivantes. Est-ce que je sens que j'ai le temps ou est-ce que j'ai l'impression d'en manquer ? Est-ce que je sens que j'ai l'énergie de, ça veut dire que quand j'y vais à la pension, quand je fais ma séance, quand je fais mes soins auprès, ça me donne de l'énergie,
je sens que je suis 100% là avec mon cheval ou avec ma jument? Ou est-ce que, à l'inverse, j'ai l'impression que ça puise dans mon énergie et que j'y vais un peu en traînant dans la patte et que quand je rentre, je me sens encore plus crevée qu'avant parce que j'ai pas forcément passé un bon moment ou que ça va demander énormément de concentration. Est-ce que je sens que je manque de certaines connaissances ou est-ce qu'à l'inverse, je me sens super à l'aise avec toutes les petites tâches, toutes les petites missions, tous les différents exercices que je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que je me sens seule ou est-ce que je me sens bien entourée? Est-ce que même si je suis bien entourée, je me sens quand même seule? Est-ce que je prononce souvent cette phrase du type « Oui mais là j'ai pas le temps »,« Oui mais là j'ai pas pu parce que en fait je le sentais pas »,« Oui mais, oui mais, oui mais ». Le oui mais pour moi est un signe qui ne trompe pas. C'est le moment où en fait l'énergie, l'envie est probablement plus très présente dans le quotidien. Est-ce que du coup justement vous ressentez une forme de charge mentale qui commence petit à petit à vous épuiser? À faire que vous êtes tout le temps en train d'oublier quelque chose quand vous allez à l'écurie, que vous vous rappelez seulement en chemin que vous auriez dû ranger le cure-pied, que vous avez oublié votre gourde, que vous auriez dû ranger la brosse qui a été laissée dans l'aire de pansage, etc., etc. L'identification des signes, c'est au quotidien que ça se fait. C'est de savoir regarder objectivement si vous manquez de quelque chose ou si, à l'inverse, vous vous sentez en abondance de quelque chose. Dans la deuxième sous-partie, on a parlé donc de l'évaluation de ses compétences et la définition de ses limites. Donc ça, c'est également ultra important d'être honnête face à soi-même en faisant cet exercice, en passant ces questions au crible dans sa tête ou sur papier. Quelle est votre expérience réelle à l'instant T ? Quand je parle d'expérience réelle, c'est de se dire par rapport à la situation où vous en êtes avec votre cheval, est-ce que vous êtes confiant parce que vous savez ce que vous devez faire, vous connaissez les exercices, vous savez gérer X ou Y contexte, que ce soit un contexte d'apprentissage, un contexte de soins, une routine à mettre en place, etc. Ou est-ce que tout ça c'est nouveau mais que vous vous en sentez capable ? Ou est-ce que tout ça c'est nouveau et ça génère une certaine excitation? Ou est-ce que tout ça c'est nouveau mais qu'en fait ça génère de l'anxiété? Est-ce que cette anxiété prend le pas sur votre capacité justement à réagir correctement au quotidien? Est-ce que vous vous sentez en insécurité? Ou est-ce que vous êtes dopé d'une sorte de confiance en vous qui vous dit « Système D, je vais me débrouiller, je trouverai ». Maintenant, quel est votre niveau? Que ce soit votre niveau de pratique, votre niveau de connaissance, votre niveau théorique. Est-ce que vous vous sentez d'actualité? Est-ce que vous avez l'impression de manquer de quelque chose, de ne pas savoir, de devoir poser beaucoup de questions? Est-ce que c'est le cas mais en fait c'est pas très grave, au contraire ça vous laisse l'occasion d'apprendre et vous avez le temps justement de vous surdocumenter pour faire vos choix? Ou à l'inverse, est-ce que comme vous manquez de temps, pareil ça crée un peu une sorte d'anxiété parce que justement vous avez jamais la bonne info pour faire le bon choix au bon moment avec le bon pro dans la bonne situation? Et puis dans la définition de ses limites, c'est pas parce qu'on peut qu'on veut. Et ça, c'est super important. Oui, vous avez décidé d'être propriétaire, et ça vous le voulez, mais est-ce que vous pouvez tout affronter d'un même bloc? Ce que vous savez et ce que vous ne savez pas encore. Ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas encore. Est-ce que vous êtes obligé d'être dans une sorte d'inconfort qui fait que vous avez l'impression d'être toujours un petit peu à côté de la plaque, toujours être en retard sur votre prise de décision, toujours manquer d'un avis sur la situation parce que vous y avez jamais été confronté? Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes d'une nature ou est-ce que vous êtes en ce moment dans cette agilité d'esprit, dans cette adaptabilité où tout ceci, c'est ok, vous êtes complètement à l'aise avec le fait de sortir de votre zone de confort ou d'élargir votre zone de confort pour aller chercher ce qui vous manque, pour vous challenger
etc., etc. Troisième sous-partie, l'audit de la situation du moment. Alors on commence à y voir un petit peu plus clair entre l'identification des signaux, l'évaluation des compétences, la définition de ses limites à l'instant T, mais de venir rajouter l'audit de votre situation du moment va venir vous permettre de commencer à croiser les données pour prendre une décision. Pour moi, la situation du moment, quand j'emploie ce terme-là, c'est un audit un peu multifactoriel. Parce qu'il y a la situation de votre cheval. Donc, par exemple, est-ce que votre cheval va bien? Est-ce qu'il est OK? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a une apparition de nouveaux comportements chez votre cheval qui vous laisse perplexe, sans compréhension, sans capacité d'agir parce que vous ne savez pas vraiment à quoi c'est dû? Est-ce que c'est lié à l'environnement, à vous, à votre routine, à l'apparition d'un nouvel exercice, etc., etc. Quel est votre état d'esprit? Donc, avec l'identification des signaux que vous avez fait en amont, avec l'évaluation des compétences et la définition des limites, vous commencez à avoir un avis sur la question. Est-ce que vous êtes en mode guerrier, guerrière, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode je freine des cas de fer, sans mauvais jeu de mots, parce qu'en fait, je me sens dépassée, fatiguée, épuisée, seule, isolée, et ça arrive et c'est pas grave, c'est temporaire. Est-ce que dans cet état d'esprit, vous avez envie, entre guillemets, qu'on vienne vous sauver? Ou est-ce que vous tenez, parce que c'est méga important pour vous, à surmonter toutes ces épreuves tout seul ou en étant accompagné? Mais aussi, et là c'est plus délicat, quel est l'état de votre situation à la maison, au travail, dans vos finances? À la maison tout court, parce que déjà, quand ça va pas pour nous, au quotidien, on arrive parfois avec ses ennuis à l'écurie. Et l'apparition de certains nouveaux comportements chez notre cheval peuvent aussi être un signal d'alerte parce qu'il sent bien qu'on n'est pas complètement présent, qu'on arrive peut-être avec de la colère, de la frustration, une connexion beaucoup trop énergique pour lui. Donc ça peut être un signe. Peut-être que c'est le travail qui justement vous met dans un état de stress et que vous n'arrivez pas à déconnecter. Ou à l'inverse, peut-être que vous n'avez plus de travail en ce moment et que ça aussi c'est un stress qui vous empêche en fait de profiter pleinement des moments à côté de votre cheval. Et puis, quelles sont vos finances? Parce que dans l'étape d'après, si on doit décider de déléguer ou pas, est-ce que vous êtes capable financièrement d'assumer le fait que vous déléguez? Est-ce que si vous n'avez pas ces finances-là, vous connaissez d'autres personnes, ça peut être des amis, des copines d'écurie, auprès duquel vous allez déléguer. Dans l'audit de la situation, il y a aussi la projection de là où vous voulez atterrir. Parce que dans mon exemple, j'avais besoin de reprendre le travail pour Iggy, elle avait vraiment besoin d'être remise en route pour pouvoir retrouver son corps, retrouver sa locomotion, retrouver aussi une tranquillité un peu d'esprit, puisqu'elle n'avait vraiment eu aucune sollicitation depuis de longs mois. Et puis il y avait la projection de reprendre ce travail, etc., en vue du débourrage. Et là c'est très personnel, mais moi j'avais besoin aussi de voir que les choses avançaient. Ça faisait 2 ans que ma jument était à mes côtés, et 2 ans où certes on avait avancé, on a créé une relation, on a traversé des déménagements, des aventures, des remises en question, des départs à zéro. Mais j'avais là besoin aussi de voir qu'on pouvait commencer à se projeter ensemble dans ce débourrage et dans l'avancée de notre travail et de notre relation montée. Donc cette partie de projection, vous devez l'avoir en tête. Est-ce que cette situation est un peu brouillonne en ce moment, mais c'est pas grave parce que vous avez aucune attente? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez besoin de vous projeter dans quelque chose qui avance? Ça peut être aussi dans les soins. Est-ce que vous rentrez dans une nouvelle routine de soins qui a besoin d'être faite sur de longues semaines, de longs mois, qui va demander de la surveillance, de la présence, et est-ce que vous êtes capable de l'assumer seul? Ou est-ce que parce que vous savez que ça s'installe dans une forme d'incertitude sur combien de temps tout cela va durer,
qu'il vaut mieux peut-être commencer à déléguer une partie, s'entourer parce que justement, comme il n'y a pas de date de fin, vous ne savez pas si vous pourrez assurer tous les jours pendant de nombreux mois. À ce moment précis de votre process intellectuel et donc de votre audit, c'est là que vous devez avoir identifié ce qui coince, si vous avez besoin d'aide, et si oui, laquelle, de la part de quel professionnel, pour quel type de tâche et dans quelles conditions. La 4e partie de l'audit, c'est finalement apprendre à clarifier pour mieux déléguer. Il suffit pas en fait d'avoir juste envie de déléguer pour que ça marche. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe du mieux possible. Et c'est bien pour ça que cette dernière sous-partie, qui est, je le rappelle, communiquer ses attentes avec clarté, intervient. Beaucoup de gens n'osent pas déléguer parce qu'ils ont peur que ça se passe pas bien, ils ont peur que ça se fasse pas de la bonne manière, ils sont pas sûrs que ce soit fait comme eux l'auraient fait, etc. Moi, souvent, ce que j'entends, c'est des gens qui pensent qu'ils n'ont pas confiance en l'autre. Et j'ai donc envie de poser une question à voix haute si vous êtes du style à vous dire que vous n'avez pas confiance dans les autres. Est-ce que c'est dans les autres que vous n'avez pas confiance ou est-ce que c'est dans vos choix ? Est-ce que c'est parce que vous êtes finalement pas confort avec le fait que ce ne soit pas vous qui abordiez cette étape, qui réglez ce problème, qui gère le quotidien ? Est-ce que c'est parce que ça vient chercher chez vous certaines croyances, comme quoi vous devez tout faire tout seul, tout contrôler, que vous n'avez pas besoin d'aide ou que c'est pas bien de demander de l'aide? Je dis pas que c'est toujours conscient. Il y a souvent une part d'inconscience. Communiquer avec clarté ses attentes, c'est déjà comprendre ses attentes. Et ça, c'est pas la partie la plus facile. Je vous propose donc le premier petit exercice suivant à faire pour réussir à clarifier vos attentes et donc réussir le fait de déléguer ou pas le travail, les soins, la gestion de l'environnement, etc. Alors c'est super facile, c'est super bateau. Il suffit de prendre une feuille de papier et de faire 2 colonnes. Dans la première colonne, vous allez écrire « j'ai envie de » et dans la deuxième « j'ai besoin de ». Parce qu'il y a une nuance de taille entre ce que vous avez envie de faire, de réussir, et ce dont vous avez besoin, ce qui est indispensable pour avancer ou pour réussir. Je vais vous donner donc du coup mon exemple personnel en septembre dernier pour vous aider à vous projeter et à bien faire la nuance entre les 2 notions. Dans ma liste de j'ai envie de, il y avait j'ai envie de débourrer ma jument moi-même, j'ai envie de voir Iggy avancer, j'ai envie de pouvoir monter ma jument au printemps prochain. J'ai envie d'avoir une jument épanouie dans le travail. J'ai envie de voir Iggy évoluer de manière sereine aux côtés de l'homme. J'ai envie d'avoir une jument fine dans l'interprétation des demandes, dans le travail à pied. J'ai envie de pouvoir me reposer. J'ai envie que tout se passe bien comme par magie. J'ai envie de pouvoir venir et profiter d'elle, sans avoir à me préoccuper de si je suis en train de faire bien ou pas bien. J'ai envie de pouvoir progresser sans pression. Maintenant, je vais passer à la colonne des « j'ai besoin ». J'ai besoin d'alléger ma charge mentale. J'ai besoin qu'Iggy progresse en ayant les bonnes bases. J'ai besoin qu'Iggy ait confiance en l'homme. J'ai besoin qu'Iggy ne soit pas trahi dans ses apprentissages. J'ai besoin qu'Iggy soit travaillé régulièrement à minima 3 fois par semaine. J'ai besoin de m'acheter du temps et de l'énergie. J'ai besoin de voir ma jument progresser mais pas forcément d'y participer. J'ai besoin, moi, de me laisser le temps de me retrouver et de me faire confiance pour pouvoir progresser. J'ai besoin de reprendre du plaisir. J'ai besoin d'aller voir Iggy sans avoir d'arrière-pensée sur tout ce que je dois faire. J'ai besoin de me voir, moi aussi, progresser. Une fois que j'avais posé toutes ces « j'ai envie de » et « j'ai besoin de », j'ai commencé à y voir beaucoup plus clair. La réalité, c'est que, à l'instant T, j'avais besoin de m'acheter du temps et de m'acheter une certaine forme de tranquillité sans pour autant complètement disparaître du quotidien d'Iggy. J'avais besoin de me dire que je déléguais cette partie à un professionnel de confiance qui partageait mes valeurs et qui allait permettre de faire passer un step à Iggy de son côté, mais aussi un step de mon côté. Et c'est du coup ce que j'ai fait.
J'étais pas capable d'avoir de la régularité au mois de septembre, ni même au mois d'octobre, ni même début novembre. J'étais pas capable non plus de me mettre en situation d'échec. Je ne l'aurais pas supporté. Alors j'ai pris cette décision. J'ai demandé à ma coach, qui est aussi la propriétaire du Hara, de reprendre le travail d'Iggy. De lui remettre des bases, d'être sûr que chaque apprentissage pour Iggy est clair, limpide, pour que moi je puisse reprendre et que ce soit pour moi aussi clair et limpide. Et c'est ce qu'elle a fait. Je suis venue à chaque fois que j'ai pu. J'ai assisté à 80% des séances, mais je n'ai pas participé forcément. Ça m'a permis de voir ma jument progresser, ça m'a permis aussi d'observer réellement comment Ambre travaillait, ce qui m'a permis aussi de prendre du recul sur mes propres apprentissages. Qu'est-ce qui me manquait? Qu'est-ce qui était pas assez clair dans ma tête? Qu'est-ce qui était encore trop flou? Et puis petit à petit, parce que mentalement je n'étais plus sous pression de réussir pour Iggy parce que quelqu'un d'autre s'en occupait pour moi, j'ai eu envie de reparticiper. Au bout de 6 semaines, Ambre m'a mis au bout de la longe. Juste 5 minutes, histoire de faire un cercle pour voir. Et puis petit à petit, de faire un mené ou deux. Et puis de reprendre la longe, reprendre le montoir. Jusqu'à ce que moi-même, je fasse mes premiers pas avec Iggy. Il y a 15 jours de ça. Parfois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Déléguer, ça veut pas dire tout abandonner. Ça veut dire faire un choix à un instant T, parce qu'on a mesuré les risques, on sait ce qu'on perd et on sait ce qu'on va gagner. Mais avant d'être complètement capable de déléguer le travail d'Iggy et surtout de comprendre dans quelle mesure, il a fallu donc que je clarifie et que je communique mes attentes. Je me suis prêtée à un dernier petit exercice pour savoir si j'en étais vraiment capable ou pas. Partie 3 de ce chapitre, le bon outil pour prendre la bonne décision. C'est le moment que je vous ressorte donc la SWOT. Vous savez, cette matrice qu'on utilise dans le monde professionnel ou le monde étudiant, celle que l'on utilise pour détecter tout ce qui va être opportunité, faiblesse, menace. Cette matrice, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous mettre un lien en description de l'épisode et vous pourrez aller vous renseigner sur internet et surtout regarder comment on la remplit. Moi, je l'utilise tout le temps. Je l'avais utilisée avant même d'acheter Iggy pour savoir si j'étais prête à devenir propriétaire et si je me sentais capable ou pas de me jeter dans cette aventure. Et voilà que je la retrouvais pour m'aider à prendre cette décision finale. Cette matrice, c'est un véritable outil de diagnostic. On prend le temps donc de poser tout ce qui est extrinsèque à nous et tout ce qui est intrinsèque à nous. Tous les points forts et les points faibles que nous avons. Toutes les opportunités et les freins qui pourraient se présenter sur ce même projet. En remplissant cette matrice, je me suis rendu compte que du côté des points forts que j'avais moi, j'avais confiance en Ambre. Et ça me semblait super facile de déléguer, parce que justement j'avais confiance. Dans les points faibles, par contre, il y avait cette capacité à déléguer, pouvait me jouer des tours, se retourner un peu contre moi, et j'aurais pu complètement un peu abandonner le projet de débourrer moi-même ma jument pour le déléguer, et sans pour autant dire me désintéresser, mais me laisser avoir par cette facilité de laisser quelqu'un d'autre gérer. Dans les opportunités, il y avait le fait que elle connaît parfaitement notre duo, elle connaît la personnalité de ma jument, elle connaît ses points forts, ses points faibles, elle connaît aussi les miens. Ce qui veut dire que, en déléguant le travail à Ambre, elle savait à peu près à quoi s'attendre en retrouvant Iggy, mais surtout, elle savait à quel moment il fallait me proposer de reprendre le travail aussi. Dans les freins, finalement, il y avait surtout une notion financière. Est-ce que je pouvais assumer ou pas que quelqu'un d'autre fasse tout ce travail à ma place? Combien de temps je me donnais financièrement pour déléguer? Une fois que j'avais résolu un peu cette équation multiple, j'ai pris ma décision. Et je ne l'ai pas regrettée. Pas une seule seconde. J'ai vu ma jument continuer de retrouver sa forme, décharger aussi beaucoup sa frustration de ces derniers mois passés sans trop de mouvement, sans capacité à interagir avec ses congénères. Et puis je l'ai vu retrouver du calme, être de nouveau attentive à ce qu'on lui demandait. Je l'ai vu de plus en plus s'apaiser, proposer des attitudes positives dans le travail. Je l'ai vu apprendre à être de plus en plus fine et subtile dans ses réponses. J'ai beaucoup appris en regardant ma jument pendant ces derniers mois. Je l'ai redécouverte en quelque sorte, mais surtout j'ai pris la décision d'être encore plus juste, moi, dans mes demandes et dans mes attentes.
J'ai conscience du long chemin qui m'attend pour pouvoir continuer mes apprentissages et justement me rapprocher de cette justesse dans mes demandes. Mais maintenant, je reprends du plaisir à chaque séance. Et je n'ai finalement pas abandonné mon premier projet, qui était de débourrer ma jument moi-même en étant accompagnée. Je me sens surtout chanceuse d'avoir pu déléguer avec toute cette tranquillité d'esprit les premières semaines de la reprise de travail d'Iggy. Être propriétaire, ça veut pas dire être isolé. Ça veut pas dire devoir tout gérer tout seul. Ça veut dire apprendre à faire des choix et s'autoriser à les faire. Et s'autoriser à les faire justement sans avoir peur du jugement d'autrui. L'ensemble des professionnels qui gravitent autour de vous sont là pour être à votre service et non pas pour vous juger. Et rien ne dit dans le manuel que si ce n'est pas vous qui le faites, que vous êtes une mauvaise propriétaire. Il est temps de conclure cet épisode. J'aimerais bien avoir vos retours en MP sur Instagram pour savoir si ce genre d'épisode vous est vraiment utile et si les outils dont je vous parle vous semblent abordables ou pas. C'est bientôt la fin d'année, c'est le moment de faire le bilan et je vous invite à reprendre l'exercice du « j'ai envie de, j'ai besoin de » pour vous permettre de vous projeter sur 2024 et ce que vous avez envie d'inscrire ou pas dans votre feuille de route. La semaine prochaine, vous retrouverez un très court épisode où je vous dévoile comment je choisis mes invités, qu'ils soient professionnels et ou propriétaires. J'ai reçu pas mal de demandes ces derniers temps sur comment justement je faisais le choix de mes invités et je me suis dit que c'était une bonne idée de court épisode pour finir et clôturer cette année 2023. Je vous en dis pas plus et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram et TikTok @iggy.journal. Si vous souhaitez laisser un commentaire ou une super note, 4 ou 5 étoiles, je me souviens plus, sur Apple Podcast ou Spotify, ne vous gênez pas, ça me fait toujours autant plaisir. Merci de votre écoute et à très bientôt.